Mon nom est Elliot Harwick. J'ai 62 ans et depuis 11 ans, je suis marié à Nan Harwick. Nan Stokes, 50 ans, dirige une petite fondation d'art ici à Asheville, en Caroline du Nord. Elle aime se qualifier de curatrice culturelle. Moi, je l'appelle la femme qui a transformé mon silence en laisse. Je possède des propriétés commerciales, rien de glamour. Une rangée de locaux commerciaux dans l'est de la ville, 2 petits immeubles de bureaux près de l'aéroport et un entrepôt que j'ai loué à une entreprise de logistique sur un contrat à long terme. Ce n'est pas un travail excitant. C'est de la paperasse, des appels de maintenance et la lecture de contrats à la table de la cuisine pendant que Nan est quelque part dans la maison en train de passer des appels qui durent trop longtemps et deviennent trop bas pour être entendus clairement. Cette dernière partie est importante car c'est l'un de ces appels qui a tout déclenché. C'était un mardi soir, début octobre. La lumière à l'extérieur était devenue ambrée, le genre qui rend même les choses ordinaires coûteuses. Je revenais d'un problème de locataire aux unités Marfield et traversais le couloir vers la cuisine quand j'ai entendu sa voix s'échapper d'un salon de jardin. Elle avait cette oreillette Bluetooth, celle qu'elle portait comme un badge d'importance, et les portes-fenêtres étaient à moitié fermées. Je n'essayais pas d'écouter aux portes. Je traversais simplement ma propre maison. Il ne va nulle part, a-t-elle dit en riant. Ce n'était pas un rire chaleureux. Le genre qui se tord sur les bords. Je sais exactement ce qui le tient en laisse. Il est trop fier pour se battre et trop intelligent pour ne pas me croire. Je me suis arrêté. Ma main était toujours sur le mur du couloir. Elle a continué, sa voix plus basse maintenant, mais toujours audible. Dorian, tu ne comprends pas, Elliot a une histoire, une vieille histoire, et je suis la seule dans cette ville à savoir comment la raconter. Je suis resté là un instant, peut-être 10 secondes, peut-être 30, puis j'ai marché jusqu'à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et me suis tenu à l'évier, fixant le jardin. Dorian Val, je connaissais ce nom. Il était venu quelquefois dans le cadre du cercle de la fondation de Nan. Grand, doux, le genre d'homme qui se tenait trop près quand il parlait aux femmes et appelait cela de la chaleur. Il m'avait un jour demandé avec désinvolture des informations sur les structures commerciales, disant qu'il envisageait d'ouvrir un petit espace galerie. Je lui avais donné 40 minutes de conseils solides, gratuitement. Apparemment, cette transaction avait pris une direction différente de ce que j'avais réalisé. Je ne suis pas retourné dans ce salon de jardin. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai fini mon eau, rincé le verre et suis monté à l'étage, dans le bureau. La pièce que Nan appelait encombrée et que j'appelais la mienne. À l'intérieur, sur l'étagère du bas, derrière une rangée de classeurs fiscaux, se trouvait une enveloppe Kraft que je n'avais pas ouverte depuis plus de 2 décennies. Je me suis assis et l'ai tenue à 2 mains. À l'intérieur se trouvait une lettre du Bureau de surveillance fédérale datée de 1999. Lors d'un litige immobilier commercial impliquant un projet de développement adjacent au gouvernement, un concurrent avait déposé une plainte pour inconduite contre moi. Manipulation des offres, évaluation falsifiée, tout y était. Cela n'avait abouti à rien car rien de tout cela n'était vrai. L'enquête s'était close en 4 mois. J'avais été complètement blanchi. La lettre le disait en toutes lettres. Je n'en ai jamais parlé publiquement parce que je n'en voyais pas l'intérêt. L'affaire était résolue. Je suis passé à autre chose. Mais en chemin, Nan avait découvert l'enquête. Et quelque part entre la découverte et ce soir, elle l'avait discrètement transformée en arme. J'ai posé l'enveloppe sur le bureau et me suis adossé à la chaise. Dehors, je pouvais l'entendre rire à nouveau. Le même son, facile et insouciant, comme une femme qui croyait que ses fondations étaient solides. Elle pensait qu'elle tenait la corde. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était moi qui avais fait le nœud. J'ai pris mon téléphone et ai fait défiler jusqu'à un contact que je n'avais pas utilisé depuis 3 ans. Kenneth Crane, avocat, le genre d'homme qui répond à la 2e sonnerie et ne perd jamais un mot. Il a sonné une fois, puis. Elliot, ça fait un moment. Ça oui, ai-je répondu. Je dois te rencontrer bientôt. Une pause. Brève, professionnelle. Demain matin, mon bureau, 8 heures. J'ai posé le téléphone, regardé l'enveloppe à nouveau et senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de colère, pas de chagrin, quelque chose de plus froid et de plus utile que les deux. Le jeu avait déjà commencé. Elle ne savait juste pas que j'avais les cartes en main depuis le début. Le bureau de Ken Crane était au 4e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait le vieux bois et l'argent sérieux. Pas d'œuvres d'art sur les murs,
pas de plantes sur le rebord de la fenêtre, juste des livres de droit, un bureau propre et un homme qui semblait être né en costume. J'ai posé l'enveloppe devant lui sans un mot. Il a lu la lettre de décharge 2 fois. Puis il l'a posée, a croisé les mains et m'a regardé comme un médecin regarde une radiographie avant d'annoncer une nouvelle. « Qui d'autre sait que cela existe ?» demanda Ken. « Personne, lui ai-je dit. Pas même mon frère. » Il a tapoté le bord de la lettre une fois. Et elle a utilisé l'enquête, pas la décharge, comme levier. « C'est mon avis, ai-je répondu. Elle dit aux gens que j'ai eu des problèmes. Elle les laisse remplir les blancs. » Il s'est penché en arrière. L'étendue des dégâts. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, de Dorian Vall, puis je lui ai parlé de mon voisin Phil Garrett, entrepreneur à la retraite, brave homme, terrible poker face, qui m'avait arrêté dans l'allée 2 jours avant que j'appelle Ken. Phil m'avait regardé de cette façon. Celle que les gens utilisent quand ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils pensent pouvoir vous blesser mais qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire quand même. « Salut Elliot », avait-il commencé en se déplaçant. « Je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais Nan a mentionné quelque chose au barbecue de Hard Rose le mois dernier. Quelque chose à propos d'une enquête gouvernementale. Elle a dit que tu avais traversé une période difficile il y a des années et qu'elle t'avait aidé à tenir le coup. » Il a fait une pause. Je me suis dit que tu voudrais savoir que ça se répandait. Je l'avais remercié et lui avais dit que c'était de vieilles nouvelles. Rien de tout cela. En rentrant à l'intérieur, je n'avais pas été en colère. J'avais senti quelque chose se mettre en place. Le sentiment tranquille et certain d'un homme qui comprend enfin la forme du problème. Ken a écouté tout cela sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un instant, puis a dit sèchement, elle a mené un récit, délibéré, soutenu, socialement distribué. Ce n'est pas de la conversation d'oreiller. C'est une campagne. Je sais. Et Dorian Vall? Ken a pris son stylo. Quel est son lien avec vos affaires immobilières? C'était la partie qui me tracassait encore. Il y a 2 ans, Val m'avait approché pour louer l'une de mes unités Marfield pour une entreprise de galerie. Nous avions parlé pendant près d'1 heure. Je l'avais guidé à travers les structures de location, les conditions de dépôt, les allocations de construction. Il n'avait jamais rien signé. Il avait dit qu'il avait besoin de plus de temps. Je n'y avais rien pensé. Il m'a utilisé, ai-je dit, a obtenu ce dont il avait besoin et est parti. Ken a écrit quelque chose. Il a utilisé vos connaissances professionnelles et maintenant c'est lui que votre femme appelle quand elle veut se sentir comprise. Il a levé les yeux. Ce n'est pas une coïncidence, Elliot. C'est un schéma. Nous avons parlé pendant 1 autre heure. À la fin de celle-ci, Ken avait un plan esquissé, prudent, mesuré, rien de prématuré. Première étape, documenter tout, date, nom, ce qui a été dit et où. Deuxième étape, un audit discret de chaque instrument financier commun auquel Nan avait accès. Troisième étape, attendre. Ne la mettez pas au courant, a-t-il dit alors que je me levais pour partir. Laissez-la continuer à parler. Chaque mot qu'elle dit est une preuve. Je suis rentré doucement, en faisant un long détour par le lac. Octobre à Asheville avait tout transformé en cuivre et en rouille. Le genre de beauté qui semble meilleur quand on ne porte pas de poids. Je portais du poids. Quand je suis entré dans l'allée, Nan était dehors près de la boîte aux lettres, vêtue d'un manteau crème. Le téléphone pressé contre son oreille. Elle m'a fait un petit signe de la main et s'est légèrement détournée, juste assez pour signaler que l'appel était privé. J'ai répondu par un signe de la main, j'ai souri, je suis entré. Dans le bureau, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé à écrire des noms, des dates, ce que Phil avait dit, ce que Nan avait dit dans ce salon de jardin, ce que je savais de Dorian Vall. Plus j'écrivais, plus je comprenais que cela n'avait pas commencé mardi dernier. Cela se construisait depuis des années. Tranquillement, par petites touches, comme l'eau trouve les points faibles d'une fondation. Le téléphone a sonné vers 7 heures. Je ne reconnaissais pas le numéro, alors j'ai répondu. Monsieur Harwick. Une voix d'homme, prudente et légèrement formelle. Mon nom est Boyd Stokes. Je pense que vous savez qui je suis. Je le savais. C'était le premier mari de Nan, celui qu'elle décrivait comme volatile et imprudent. L'exemple à ne pas suivre qu'elle sortait pour expliquer pourquoi elle avait besoin de recommencer. Je sais qui vous êtes,
ai-je répondu, gardant ma voix égale. Je ne vous ferai pas perdre votre temps, a dit Boyd. J'ai entendu dire par quelqu'un que les choses pourraient changer dans votre foyer, et je me suis dit, je me suis dit que vous voudriez peut-être entendre quelque chose de la part de quelqu'un qui a été à votre place. Il a expiré. Elle ne m'a pas quitté parce que j'étais difficile, monsieur Harwick. Elle m'a quitté parce qu'elle avait déjà décidé que je n'étais plus utile. Et avant de partir, elle a passé 8 mois à dire à tout le monde que j'avais des problèmes que je n'avais pas. Le bloc-notes était toujours ouvert devant moi. J'ai pris le stylo. Je vous écoute, lui ai-je dit. Dehors, la dernière lumière d'octobre s'est estompée derrière la crête. Nan était toujours au téléphone. Je pouvais voir la faible lueur de l'écran de son téléphone à travers la fenêtre, se déplaçant lentement à travers la cour comme une lanterne dans une très petite obscurité. Elle pensait que c'était elle qui menait la danse. Elle n'avait pas levé les yeux assez longtemps pour remarquer que j'avais déjà commencé à bouger. Boyd Stokes a parlé pendant 40 minutes. Je n'ai pas interrompu une seule fois. Il a rencontré Nan lors d'une collecte de fonds à Raleigh il y a 20 ans. Elle était charmante, concentrée, le genre de femme qui vous faisait sentir que vous étiez la seule personne dans la pièce. Ils se sont mariés rapidement. Trop rapidement, a-t-il dit avec le ton calme d'un homme qui avait fait la paix avec une mauvaise décision. En 2 ans, elle s'est positionnée comme la personne compétente, la personne stable, celle qui tenait tout ensemble pendant que Boyd trébuchait soi-disant d'une erreur à l'autre. Sauf qu'il n'avait pas trébuché. Il avait été poussé. Elle disait aux gens que j'avais un problème d'alcool, a dit Boyd. Je buvais peut-être 2 verres de vin par semaine. Elle disait aux gens que je gérais mal nos finances communes. J'avais des reçus pour chaque transaction. Elle a construit une version de moi qui la faisait paraître indispensable. Il a fait une pause. Ça vous dit quelque chose? Oui, mot pour mot. Elle a besoin d'être la sauveuse, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas suffisant d'être aimée. Elle a besoin d'être nécessaire. Et si vous n'avez pas de problème, elle fabriquera les problèmes. Je l'ai remercié, lui ai demandé s'il serait prêt à mettre quelque chose par écrit si cela s'avérait nécessaire. Il a répondu oui sans hésiter. Nous avons convenu de rester en contact. J'ai appelé Ken le lendemain matin et lui ai raconté la conversation. Il est resté silencieux un instant, puis a dit, nous avons maintenant un schéma. C'est différent d'une plainte. C'est un cas. La même semaine, j'ai fait un geste auquel je pensais depuis la nuit à l'évier. Nan surveillait notre conjoint comme certaines personnes surveillent la météo, avec désinvolture, avec confiance, en supposant qu'il se comporterait comme il l'avait toujours fait. Je déposais régulièrement depuis des années. Elle dépensait sans me consulter, ce que je tolérais parce que les montants étaient gérables et que la paix en valait la peine. Mais maintenant, j'avais besoin qu'elle cesse de regarder. J'ai laissé 3 choses visibles sur le comptoir de la cuisine un matin avant qu'elle ne descende. Un relevé bancaire imprimé montrant le solde du compte joint considérablement inférieur à l'habitude. Une note manuscrite indiquant à appeler le gestionnaire immobilier pour le problème de vacances à Maryfield et un dossier intitulé « Examen du déficit du 3e trimestre nécessaire ». Rien de tout cela n'était fabriqué. L'unité Maryfield avait bien une vacance. Le 3e trimestre avait été plus lent. J'ai juste arrangé la vérité pour raconter une histoire particulière. Puis je suis allé travailler. Au moment où Nan est descendu et a scanné le comptoir, je l'ai observé depuis le couloir, faiblement reflété dans la fenêtre de la cuisine. Elle a pris un relevé, l'a regardé, l'a reposé et n'a rien dit. Elle a juste rempli son café et est allée à son bureau. Bien. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Ken et j'ai finalisé le transfert de mes principaux revenus locatifs vers une LLC de gestion immobilière que j'avais créée il y a 2 ans pour des raisons de protection de responsabilité. Nan avait signé les documents initiaux. Elle était pressée, un événement de la fondation. Elle avait parcouru 2 pages et a posé sa signature à 3 endroits. La structure donnait à la LLC un contrôle opérationnel total. Son nom ne figurait pas sur l'accord d'exploitation. Il n'y avait jamais figuré. Ken a tout examiné et a levé les yeux. Elle n'a aucune revendication sur les revenus de la LLC. Le compte joint est le seul fil qu'elle tient et vous avez déjà commencé à le tirer. Je veux faire les choses correctement, lui ai-je dit. Rien qui ressemble à des représailles. Non, a-t-il répondu. Cela ressemblera exactement à ce que c'est. Un homme protégeant les actifs qu'il a construits avant,
pendant et après un mariage avec quelqu'un qui n'a jamais été son partenaire, juste son public. Je suis rentré ce soir-là, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pas heureux, pas encore, mais clair. Le genre de clarté que l'on obtient lorsque l'on arrête de prétendre qu'un problème n'existe pas et que l'on commence à le traiter comme le défi d'ingénierie qu'il est réellement. Nan était à un dîner du conseil de la fondation. La maison était silencieuse. Je suis monté à l'étage, j'ai appelé mon fils Nolan et je lui ai dit de venir à Asheville ce week-end. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit, il était temps, papa. Je serai là samedi matin. Nolan avait 34 ans, architecte basé à Durham, et la meilleure décision que j'avais prise lors de mon premier mariage. Nan l'avait tenu à distance dès le premier jour. Trop d'histoires partagées, trop de loyauté envers une version de moi qu'elle n'avait pas façonnée. Je l'avais laissé gérer la distance parce que je croyais que c'était juste une friction de personnalité. Boyd Stokes m'avait aidé à comprendre ce que c'était réellement. Le samedi est arrivé. Nolan est arrivé avec du café et sans petite conversation. Nous nous sommes assis dans le bureau et je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, la lettre de décharge, l'annulation. Il a écouté comme il l'avait toujours fait, toujours concentré, traitant l'information. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en avant. La fiducie, a-t-il dit. Est-elle toujours structurée comme tu l'as mise en place avant de te remarier? Oui, lui ai-je dit. Ton nom est toujours le bénéficiaire principal. Rien n'a changé. Il a hoché la tête lentement. Elle ne le sait pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. J'ai répondu quand même. Elle pense que la maison et les revenus locatifs sont toute l'image, ai-je dit. Elle n'a jamais posé de questions sur la fiducie. Nolan a regardé l'enveloppe sur le bureau, la lettre de décharge toujours là où je l'avais laissée, puis m'a regardé avec les yeux de sa mère et la mâchoire de mon père. Alors, laissez-la continuer à le penser, a-t-il dit doucement. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que cela compte. Le week-end où Nolan est venu à Asheville, nous n'avons pas seulement parlé stratégie. Samedi après-midi, nous sommes allés à la bande de Marfield pour visiter l'unité vacante. Je voulais son avis. Il avait un bon sens de l'espace, de ce qu'une construction coûterait par rapport à ce qu'un locataire s'engagerait réellement à faire. Nous avons parlé de la superficie en pieds carrés, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, et des conditions de location comme nous l'avions toujours fait. Facilement et spécifiquement. Deux personnes qui se comprenaient sans avoir besoin d'expliquer le contexte. Nan avait dit un jour que c'était ennuyeux. Elle avait dit qu'elle ne comprenait pas comment je trouvais la gestion immobilière intéressante. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que ce n'étaient pas les propriétés qui m'intéressaient. C'était la structure, la permanence, la satisfaction de quelque chose de construit pour durer. Au dîner ce soir-là, Nolan a posé sa fourchette et m'a regardé directement. Elle m'a appelé, a-t-il dit. Il y a environ 8 mois, non. J'ai gardé mon expression stable. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que tu traversais une période stressante. Que tu ne dormais pas bien. Que tu étais devenu renfermé. Que tu lui avais dit que tu avais besoin d'espace. Et je la cite, le bruit extérieur. Il a repris sa fourchette. Elle a suggéré que je te donne un peu d'espace pendant un certain temps. J'ai regardé mon assiette. 8 mois. Je pensais que la distance entre nous n'était qu'une dérive naturelle de vie bien remplie. Nolan à Durham, moi à Asheville, tous les deux absorbés par le travail. Cela t'a semblé étrange, ai-je demandé. Immédiatement, a-t-il répondu. Tu n'as jamais, de toute ta vie, demandé d'espace pour moi. Mais elle l'a dit si doucement, comme si elle me rendait service en transmettant tes souhaits. Il a fait une pause. J'aurais dû t'appeler directement. Elle est douée pour la mise en scène, ai-je dit. Elle est calculatrice, a-t-il corrigé. Il y a une différence. Il avait raison. La mise en scène pouvait être instinctive. Ce que Nan faisait était délibéré. Une gestion minutieuse de l'information distribuée aux bonnes personnes au bon moment pour produire le résultat souhaité. Elle n'avait pas seulement gardé Nolan à distance. Elle lui avait fait croire que c'était mon idée. Après le dîner, j'ai appelé Ken et l'ai mis au courant. Il l'a ajouté à ce qu'il appelait déjà le dossier de schéma. Cela continue de s'accumuler, a-t-il noté. L'isolement des membres de la famille est significatif.
Documentez la conversation avec votre fils. Date, formulation exacte, tout. Dimanche matin, Nolan est parti tôt. Avant de monter en voiture, il m'a serré l'épaule et m'a dit, « Tout ce dont tu as besoin, papa. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne pars pas. » Je l'ai regardé s'éloigner et je suis resté un instant dans l'allée, les mains dans les poches de ma veste, l'air d'octobre froid contre mon visage. Puis je suis rentré et j'ai fait quelque chose que j'avais en tête depuis 10 jours. J'ai appelé Boyd Stokes. Vous avez mentionné qu'elle disait aux gens que vous aviez mal géré vos finances. J'ai dit, est-ce qu'elle a déjà falsifié quoi que ce soit? Signez votre nom à quelque chose que vous n'avez pas autorisé. Silence à l'autre bout. Puis, prudemment, il y a eu une chose, une autorisation de virement de notre compte d'investissement commun. Je l'ai trouvé 2 ans après le divorce. Ma signature, mais je ne l'ai jamais signée. Une autre pause. Mon avocat à l'époque a dit que ça ne valait pas la peine de poursuivre. Le montant n'était pas assez important. J'ai noté. Il pourrait être utile de le mentionner maintenant. Vous pensez qu'elle l'a refait? Je pense que ça vaut le coup de vérifier. Après l'appel, je me suis dirigé vers le classeur dans le coin du bureau et j'ai sorti le dossier que Ken avait marqué, les documents de formation de la LLC que Nan avait signé. J'ai parcouru chaque page lentement, vérifiant les lignes de signature par rapport à d'autres documents qu'elle avait, je le savais, traités. À la page 7, il y avait un accusé de réception notariée. Les initiales dans la marge n'étaient pas celles de Nan. Elles étaient proches, de la même forme générale, mais la boucle à la fin était incorrecte. Je les photographiais avec mon téléphone, les envoyais à Ken avec une seule ligne, vérifier les initiales à la page 7 des documents de la LLC. Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard, déjà signalée. Bon œil. Ne touchez à rien. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre du bureau le jardin. La voiture de Nan était dans l'allée. Elle était rentrée pendant que j'étais au téléphone, et maintenant je pouvais voir la lumière de la cuisine allumée. Elle préparait probablement du thé, faisant défiler son téléphone, entièrement à l'aise dans une maison qu'elle croyait comprendre complètement. 2 jours plus tard, Ken a appelé avec confirmation. Les initiales à la page 7 ne correspondaient pas à la signature de Nan enregistrée. Un analyste en écriture serait nécessaire pour la formaliser, mais la lecture préliminaire était claire. Elle n'avait pas seulement utilisé un mensonge. Elle avait falsifié un document légal. La corde qu'elle pensait tenir venait de devenir la chose qui la lierait. Ken avait un contact au bureau des registres des titres qui lui devait une faveur. 3 jours après avoir envoyé la photographie de la page 7, Ken m'a appelé à 7 heures du matin, plutôt qu'il ne m'avait jamais appelé. Les initiales ne sont pas les siennes, a-t-il dit sans préambule. L'analyste en écriture l'a confirmé pendant la nuit. Quiconque a paraphé cette page imitait sa signature, ne la produisait pas naturellement. Les motifs de pression sont faux. L'angle sur le N est cohérent sur 3 autres lettres du document. Mais pas avec aucun des échantillons vérifiés de Nan. Il a fait une pause. Nous avons falsification d'un document légal, Elliot. Ce n'est pas un argument de divorce. C'est un crime. Je suis resté un instant avec cette pensée. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien pour l'instant, a répondu Ken. On le garde. Le moment venu, son avocat entrera dans une pièce en pensant qu'il s'agit d'un litige sur des biens. Nous allons lui donner quelque chose d'entièrement différent. Ce même après-midi, Boyd Stokes est arrivé de Raleigh. J'avais suggéré que nous nous rencontrions en personne plutôt que par téléphone. Il a accepté sans hésitation. Nous nous sommes assis dans le bureau, la même pièce où tout cela avait commencé, et il m'a expliqué l'autorisation de virement qu'il avait découverte 2 ans après son divorce avec Nan. C'était $4000, a-t-il dit, de notre compte d'investissement joint vers un compte personnel qu'elle avait ouvert 6 mois avant qu'elle ne dépose. Il a posé un dossier sur le bureau, des copies des documents originaux, ses propres dossiers. Mon avocat a dit que le montant ne valait pas le combat, mais j'ai tout gardé. J'ai examiné attentivement les pages. La signature sur le formulaire d'autorisation était celle de Boyd, ou une version de celle-ci. La boucle sur un « D » minuscule était légèrement trop large. Le tampon de date était celui d'un jeudi après-midi où Boyd avait été, selon ses propres dossiers, en supervision d'un chantier à Durham. Vous étiez hors de la ville quand cela a été signé, ai-je dit. À 3 heures de route, a-t-il confirmé. J'ai les reçus du projet.
J'ai photographié ces documents avec sa permission et les ai envoyés immédiatement à Ken. Le schéma était maintenant documenté sur 2 mariages, 2 hommes différents, même méthode. Le message de Ken est revenu dans l'heure. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Ne le laissez pas quitter la ville. Après le départ de Boyd, je suis resté longtemps à la fenêtre du bureau. Le ciel de novembre était devenu plat et gris. Le genre d'après-midi qui vous rend conscient de chaque chose silencieuse. Au bout du couloir, la porte du bureau de Nan était fermée. Je pouvais entendre le faible son de la musique, quelque chose de doux et d'ambiant, le genre qu'elle mettait quand elle travaillait sur des propositions de subvention. Elle était là, à construire son image publique, pendant que j'étais ici, à documenter l'architecture de sa vie privée. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert l'annuaire des donateurs de la communauté artistique d'Asheville, un PDF que j'avais téléchargé sur le site d'une coalition à but non lucratif locale. J'ai fait défiler jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. Raymond Chou, professeur à la retraite, défenseur des arts, propriétaire de galeries indépendantes. Nan l'avait mis à l'écart du cycle de subvention de la fondation 2 ans auparavant. J'avais entendu l'histoire de 3 personnes différentes, toutes la décrivant de la même manière. Nan avait décidé que le projet de Raymond ne correspondait pas à la vision curatoriale évolutive de la fondation. Raymond l'avait accepté tranquillement et avait continué son chemin. J'avais rencontré Raymond une fois lors d'un dîner civique. Il était vif, intègre et avait passé 15 ans à construire une petite galerie qui exposait des artistes locaux émergents sans leur facturer de commission. Le genre de travail qui ne générait pas de gros titres, mais qui importait aux personnes qu'il servait. J'ai pris le téléphone et je l'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie, d'abord prudent, puis plus ouvert lorsque j'ai expliqué ce que j'avais en tête. Je lui ai dit que je voulais sponsoriser une exposition à venir. Discrètement, sans tambour ni trompette, juste un chèque qui couvrirait ses frais de programmation de printemps. Il est resté silencieux un instant. « Pourquoi maintenant ?» a-t-il demandé. « Parce que votre travail mérite d'être soutenu, lui ai-je dit. Et parce que j'aurais dû le faire il y a 2 ans au lieu de rester en dehors des politiques de la fondation. » Une autre pause. Puis, « J'apprécie cela, monsieur Harwick. Plus que vous ne le savez. Nous nous sommes mis d'accord sur un montant et je l'ai envoyé ce soir-là. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce, juste un virement et une poignée de main par téléphone. La nouvelle se répandrait. Dans la communauté artistique d'Asheville, c'était toujours le cas. Et quand il parviendrait aux oreilles de Nan que son mari avait discrètement soutenu l'homme qu'elle avait publiquement mis de côté, le message serait clair sans qu'un seul mot ne lui soit adressé directement. Je n'étais pas l'homme qu'elle décrivait. Ce soir-là, Nan est venue à l'entrée de la cuisine pendant que je préparais le dîner et m'a regardé un instant. Raymond Chou m'a appelé aujourd'hui, a-t-elle dit. Sa voix était mesurée, essayant de lire la pièce. J'ai gardé les yeux sur la poêle. Vraiment ? Il a mentionné un parrainage. Un de votre part. L'homme fait du bon travail, ai-je répondu calmement. Cela semblait être la bonne chose à faire. Elle est restée là un instant de plus, se recalibrant. Puis elle a dit, je ne savais pas que vous étiez intéressé par ce côté de la communauté artistique. Je me suis retourné et l'ai regardé directement. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, non. Elle a soutenu mon regard pendant exactement 2 secondes, puis s'est retournée et est retournée à son bureau. Je suis retourné à la cuisine, calme, sans hâte. La poêle était stable dans ma main. Cela s'est passé un mardi, 3 semaines après le début de novembre. J'étais aux unités Marfield en train de faire une visite avec un locataire potentiel lorsque la pression a commencé. Pas de douleur exactement, plus comme un poids s'installant sur ma poitrine, se propageant à mon épaule gauche. Je l'ai reconnu immédiatement. J'avais eu un léger épisode cardiaque il y a 7 ans, avant Nan, et mon cardiologue avait été clair sur les signaux. J'ai dit au locataire que nous devrions reporter, j'ai marché jusqu'à mon camion et je me suis rendu à l'hôpital Mission, dans l'Est. J'ai gardé les 2 mains sur le volant, concentré sur ma respiration, pas de musique. Le genre de trajet où chaque feu rouge ressemble à une négociation. Au moment où j'ai atteint les urgences, la pression s'était légèrement atténuée, mais ils m'ont quand même admis. ECG, prise de sang, surveillance. Le médecin traitant était une femme posée nommée Dr Ri, qui m'a posé les questions standards, puis m'a dit de me reposer et de laisser les tests se dérouler. Nolan est arrivé en moins de 2 heures.
Il était à Asheville pour une réunion client et a reçu mon texto avant même que je sois déplacé dans une chambre. Il s'est assis sur la chaise à côté du lit, sa veste toujours sur lui, et n'a rien dit de sentimental. Il a juste posé brièvement sa main sur mon bras et a dit « Tu t'es conduit toi-même » L'alternative était de rester étendu sur le sol d'un local commercial vacant, lui ai-je dit. Il a presque souri. Nan est arrivé 40 minutes après Nolan. Elle est entrée avec la bonne expression, la préoccupation soigneusement arrangée sur son visage, la main sur mon bras, les mots appropriés prononcés dans l'ordre approprié. Mais quelque chose n'allait pas dans la séquence. La façon dont un acteur frappe les bonnes notes, mais dans le mauvais rythme. Elle a tiré l'une des infirmières à part dans le couloir. Je pouvais la voir à travers la cloison vitrée, je n'entendais pas les mots, mais je pouvais lire la posture. L'infirmière répondait aux questions et Nan hochait la tête, son téléphone à la main, tapant quelque chose pendant que l'infirmière parlait. Après que Nan se soit éloignée, l'infirmière, une femme directe d'une cinquantaine d'années nommée Carole, est revenue dans la pièce pour vérifier mon moniteur. Elle a croisé mon regard et l'a soutenu un instant. Quelque chose dans son expression avait changé. « Votre femme a eu quelques questions », a dit Carole, ajustant le câble du moniteur avec une efficacité professionnelle. « Quel genre de questions ?» ai-je demandé doucement. Elle a jeté un coup d'œil dans le couloir, puis est revenue vers moi. « À propos de votre couverture d'assurance et de ce qui se passe généralement avec les décisions successorales lorsqu'un patient a un événement cardiaque. » Elle a gardé sa voix professionnellement neutre. « Je fais ce travail depuis 22 ans, Monsieur Harwick. Les gens posent des questions à ce sujet, mais généralement, ils demandent au médecin traitant, et généralement, ils attendent que le patient soit stable. » Une pause. Elle a demandé avant de venir vous voir. Avant même d'entrer par cette porte, elle posait déjà des questions sur l'assurance et la succession. Ce n'est pas une femme effrayée. C'est une femme qui attendait une opportunité. Nolan, qui n'avait rien dit, a levé les yeux de son téléphone. J'ai soutenu le regard de Carole. Merci de me l'avoir dit. Elle a fait un petit signe de tête, a pris une note sur sa tablette et est partie. La pièce est restée silencieuse un instant. Nolan a posé son téléphone face contre terre sur la coudoir de la chaise. « Papa » a-t-il dit. Je l'ai entendu. Je lui ai dit. Les tests sont revenus négatifs. Pas d'événement cardiaque. Des marqueurs de stress élevés, un avertissement de ralentir et de faire un suivi avec mon cardiologue. Le docteur Ri m'a renvoyé le lendemain matin avec une liste d'instructions et une recommandation. Nan m'a ramené chez moi. Elle était attentive, solliciteuse, a préparé du thé quand nous sommes arrivés, a demandé 2 fois si j'avais besoin de quelque chose. Tous les bons gestes. Je les ai acceptés sans commentaire. Cet après-midi-là, pendant qu'elle était au téléphone, je suis allé dans le bureau et j'ai appelé Ken. Elle a posé des questions sur les décisions successorales avant même d'entrer dans la pièce, lui ai-je dit. Une longue pause. Elliot, cela change notre calendrier. Nous devons agir plus vite. À quel point plus vite? Je veux que tout soit documenté et déposé d'ici la fin de la semaine prochaine, a-t-il répondu. Le transfert de la LLC, l'analyse d'écriture, les dossiers de Boyd, tout cela. Je veux que ce soit dans un dossier formel avant qu'elle ne fasse un autre mouvement. Sa voix était calme mais ferme. Vous ne protégez plus seulement des biens. Vous vous protégez vous-même. J'ai raccroché et je me suis assis dans le bureau, la porte fermée, la lettre de décharge sur le bureau devant moi, la lumière hivernale entrant à plat par la fenêtre. J'ai pensé à Carole, à la façon dont elle m'avait regardé, non pas avec pitié, mais avec une reconnaissance lucide de quelqu'un qui avait déjà vu cette performance particulière. Je n'avais pas eu besoin d'une visite à l'hôpital pour confirmer ce que je savais déjà. Mais parfois, la vérité se manifeste de manières inattendues et dans des endroits où l'on préférerait ne pas être. La question n'était plus de savoir de quoi Nan était capable. Je le savais déjà. La question était de savoir à quelle vitesse Ken et moi pourrions terminer ce que nous avions commencé. Ken a déposé tous les documents un jeudi. Le transfert de la LLC, l'analyse graphologique, les dossiers de Boyd, l'examen comparatif des signatures, le compte rendu écrit de Carole, tout cela organisé en un dossier juridique formel et soumis aux canaux appropriés avant que n'en ait fini son café du matin. Je n'étais pas là pour le dépôt.
J'étais aux unités Marfield en train de remplacer un éclairage extérieur cassé avec un locataire qui avait été patient à ce sujet pendant 2 semaines. Un travail ordinaire, des mains stables, le genre de matin qui ne s'annonce pas. Ken m'a appelé à 11h15. C'est fait, a-t-il dit. Tout est enregistré. Si Forsythe vous appelle directement, ne dites rien. Référez-le-moi. Compris, ai-je répondu. Encore une chose, une pause. J'ai envoyé un avis de courtoisie à Gerald Forsythe ce matin. Langage standard. Notification formelle que vous avez retenu les services d'un avocat et que toute communication doit être dirigée en conséquence. Pas de détails, pas d'accusation, juste un signal que le paysage a changé. Je comprenais ce que ce signal allait produire. Forsythe irait voir Nan. Nan demanderait ce que cela signifiait et Forsythe, étant un avocat minutieux, commencerait à tirer les ficelles, ce qui signifiait qu'il finirait par tirer la ficelle qui menait à la lettre de décharge, à l'analyse graphologique et à Boyd Stokes. Ce processus a pris 4 jours. L'appel est arrivé un lundi, non pas de Forsythe directement, mais du téléphone portable de Nan, ce qui m'a surpris. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle n'a pas laissé de message. 20 minutes plus tard, Forsythe a appelé Ken. Ken m'a retransmis la conversation ce soir-là, mot pour mot, comme il le faisait toujours, précis, sans éditorialiser. Forsythe avait commencé avec le cadrage standard. Sa cliente avait des préoccupations concernant la restructuration des actifs, des questions sur la documentation de la LLC, un désir de comprendre le calendrier des transferts, des mouvements d'ouverture de routine. Puis Ken avait envoyé le dossier. Le silence de Forsythe, m'a dit Ken, a duré près de 8 secondes. Puis, prudemment, d'où vient cette analyse graphologique? Un expert légiste certifié, a répondu Ken. Le rapport est à la page 11. Une autre pause. Dans le deuxième jeu de documents, les dossiers d'un mariage précédent, page 19, avec les relevés de voyage et les reçus datés. La voix de Forsythe, a dit Ken, avait changé quelque part au milieu de cet échange. Pas de façon spectaculaire, mais de façon perceptible. La façon dont la voix d'un homme change quand il réalise qu'on lui a confié une affaire pour laquelle il n'avait pas signé. Elle vient juste d'apprendre la vérité sur vous, a finalement dit Forsythe presque à lui-même, non pas comme une accusation, mais comme la reconnaissance plate d'un homme qui se recalibre. Elle disait que vous étiez celui qui avait des antécédents. Elle n'a jamais mentionné. Elle a eu la lettre de décharge pendant 4 ans, a coupé Ken. Elle a choisi de ne pas mentionner le résultat, seulement l'enquête. L'appel s'est terminé peu après. J'étais assis dans le bureau quand Ken a fini de me raconter. La pièce était silencieuse, la lampe projetant une étroite auréole de lumière sur le bureau. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais quelque chose de plus proche de la fin d'un long voyage. Le moment où l'on met la voiture en stationnement et où l'on s'assied un instant avant d'entrer. Nan est rentrée ce soir-là à 19h. Elle a traversé la cuisine sans sa facilité habituelle. Il y avait en elle une raideur, une qualité contenue, comme une femme qui retenait quelque chose qu'elle ne voulait pas laisser échapper. Elle a préparé le dîner sans beaucoup parler. J'ai aidé sans qu'on me le demande. Pendant le repas. Elle m'a regardé une fois avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Pas de colère, pas de calcul, quelque chose qui aurait pu être la première lueur de la peur. Gerald m'a appelé aujourd'hui, a-t-elle finalement dit. Je sais, ai-je répondu. Elle a posé sa fourchette. Tu aurais dû me le dire. Je l'ai regardé fixement. Tu aurais dû me le dire, ai-je répondu. Il y a 4 ans, quand tu as trouvé la lettre, tu aurais dû la lire entièrement et me dire ce que tu avais trouvé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mais tu ne l'as pas fait, ai-je continué, gardant ma voix calme. Tu as lu juste assez pour construire quelque chose, et ensuite tu l'as utilisé devant nos voisins, nos amis, des gens avec qui j'ai travaillé pendant des années. Tu as transformé mon silence en une histoire sur ton sacrifice. J'ai pris mon verre. Ce n'est pas un malentendu, non. C'est un choix. Elle est restée silencieuse longtemps. L'horloge de la cuisine a tic-tac. Dehors, le vent soufflait dans la cour. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, Gerald parle à Ken, lui ai-je dit, et tu écoutes ce que Gerald te dit. J'ai fini mon dîner, lavé mon assiette et suis retourné au bureau. Derrière moi,
je l'ai entendu s'asseoir à table longtemps sans bouger. Le sol avait bougé. Elle le sentait maintenant. 3 jours après la conversation à table, je suis entré au déjeuner annuel de novembre de la Asheville Business Coalition à l'Omni Grove Park, vêtu d'un costume bleu marine et d'une sorte de calme particulier qui ne vient que quand on n'a plus rien à cacher. Je n'avais pas prévu d'y assister. L'invitation était sur mon bureau depuis 2 semaines, sous un dossier. Mais Ken l'avait dit clairement la veille, soyez visible. Laissez les gens voir l'homme, pas l'histoire. Alors j'y suis allé. La salle était pleine. 120 personnes, table de 8. Le faible brouhaha des conversations professionnelles mêlées au tintement du service de table. J'en connaissais peut-être 60, j'ai salué une douzaine en allant à ma table, j'ai pris place, commandé de l'eau et laissé la salle venir à moi. Et elle l'a fait. Phil Garrett s'est arrêté entre les plats. Puis Harriet Bloom du conseil de développement du centre-ville. Puis un courtier commercial nommé Ted Winslow, qui m'avait envoyé 2 locataires au fil des ans. Chacun d'eux a interagi avec moi comme les gens interagissent avec quelqu'un dont ils ont entendu parler et qu'ils sont en train de recalibrer par rapport à l'original. J'étais calme. J'étais précis sur mon travail. J'étais intéressé par le leur. Au moment où le plat principal est arrivé, j'avais eu 5 conversations, dont aucune n'avait mentionné non, la fondation ou quoi que ce soit d'adjacent au récit qu'elle avait fait circuler. Les conversations portaient sur les baux et les coûts de construction et le corridor de développement du côté et si la ville était sérieuse au sujet du projet de front de rivière. Des choses normales, des choses réelles, les choses que j'avais réellement passé 11 ans à faire pendant que n'en construisait une mythologie autour de ma supposée fragilité. Après le déjeuner, Raymond Chou m'a trouvé près de la sortie. C'était un homme compact, dans la soixantaine, discrètement élégant, avec la poisse particulière de quelqu'un qui avait passé beaucoup de temps à faire un travail important sans exiger d'applaudissements. Il m'a serré la main des 2 mains. L'exposition de printemps est financée, a-t-il dit. 8 artistes confirmés. 2 d'entre eux n'ont jamais exposé publiquement auparavant. Il a soutenu mon regard. Je veux que vous sachiez ce que cela signifie pour eux. Pour moi. Vous avez gagné le soutien bien avant que je n'écrive le chèque, lui ai-je dit. Il a hoché la tête lentement. Les gens ont remarqué, vous savez, que vous l'avez fait sans annonce. Dans cette communauté, ça en dit long. Je l'ai remercié et je le pensais. En sortant, je suis passé devant une table où Dorian Val était assis avec 2 personnes du conseil de fondation de Nantes. Il m'a vu de l'autre côté de la pièce et a détourné le regard rapidement, non pas grossièrement, mais avec l'évitement spécifique d'un homme qui comprend que sa position a été compromise et n'a pas encore compris quoi faire. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé en arrière, j'ai continué à marcher vers la sortie avec le même pas tranquille que j'avais adopté en entrant. Ce soir-là, Olivia Develin m'a appelé. Je connaissais Olivia comme la plus proche amie de Nan dans le cercle de la fondation. Elles avaient travaillé ensemble pendant des années, voyagé dans des foires d'art, partagé le genre de langage d'initié qui signale une alliance étroite. Je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles. Elliot, dit-elle, d'une voix prudente. J'espère que je ne vais pas trop loin. Dites ce que vous avez à dire, Olivia. Un souffle. J'entends des choses depuis des années à propos de Nan. À propos de votre passé, à propos de ce qu'elle disait avoir fait pour vous. Une autre pause. Je l'ai cru. J'en ai relayé une partie sans la remettre en question. Et j'appelle parce que je pense que je vous dois cette reconnaissance. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Depuis combien de temps connaissez-vous la vraie version? Depuis que Gérald Forsythe l'a appelé lundi, a avoué Olivia. Elle m'a parlé de la lettre de décharge, de l'analyse graphologique, de Boyd. Sa voix a baissé. Elle m'a tout dit parce qu'elle avait peur. Et en me le disant, elle m'a tout dit. Je l'ai remerciée de son appel. Avant de raccrocher, elle a ajouté, quoi qu'elle dise ensuite, quelle que soit l'histoire qu'elle choisira, je ne la répéterai pas. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé le plafond. Nan avait perdu son allié la plus proche dans le monde de la fondation. Non pas par la pression, non pas par des actions en justice, mais par le simple et inévitable poids de la vérité qui atteignait enfin quelqu'un qui avait porté le mensonge. Un par un, les fils cédaient. Curtis m'a appelé un dimanche matin pendant que je buvais du café sur la véranda. L'air était froid, le ciel blanc et plat, le genre de matin de décembre qui donne l'impression que le monde retient son souffle. Elle m'a appelé,
a-t-il dit. Pas de salutation, juste ça. J'ai posé la tasse. Quand? Jeudi soir. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. Une pause. Puis elle a rappelé vendredi. Je l'ai aussi laissé tomber sur la messagerie vocale. Puis elle a envoyé un SMS. Curtis avait 56 ans, ingénieur civil basé à Knoxville, et l'homme le plus stable que je connaissais en dehors d'une salle d'audience. Lui et moi avions grandi dans la même maison, appris les mêmes leçons du même père, et nous nous comprenions avec l'économie de gens qui n'ont pas besoin d'expliquer leur histoire. Nan avait travaillé à gérer la distance entre nous de la même manière qu'elle avait géré tout le reste. Soigneusement, plausiblement, toujours avec une raison qui sonnait comme de la préoccupation. Qu'est-ce que le message vocal disait, ai-je demandé. Il a sorti son téléphone et a joué sur haut-parleur. La voix de Nan est arrivée. Chaleureuse, exercée, le registre exact qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de quelqu'un sur qui elle n'était pas sûre d'avoir un levier. Curtis. C'est Nan. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis un moment et je suis désolé pour cela. Elliot traverse une période difficile en ce moment et je suis inquiète pour lui. Il a été soumis à beaucoup de pression et je pense qu'il prend des décisions qui ne sont pas dans son meilleur intérêt. Je veux juste que les gens qu'il aime soient au courant. J'apprécierais vraiment un appel quand vous aurez un moment. Juste entre nous. J'ai regardé le jardin. Les haies que j'avais taillées en septembre étaient maintenant nues, nettement découpées sur le ciel gris. Elle essaie de construire un nouveau récit, ai-je dit, avant que le processus juridique n'en produise un pour elle. Je m'en doutais, a répondu Curtis, c'est pourquoi j'ai enregistré l'échange de SMS. Quand j'ai répondu. Il a fait une pause. Je lui ai dit que je la rappellerais. Elle a envoyé 3 paragraphes. Elliot, elle a tout exposé. Elle a dit que tu étais instable, que la situation juridique était une réaction à un problème de santé. Qu'elle essayait de protéger les biens des décisions que tu prendrais sous la contrainte. Sa voix est restée égale. Elle l'a mis par écrit. J'ai fermé les yeux un instant. Envoie-le à Ken. Déjà fait il y a 20 minutes. Une pause. Tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années, lui ai-je dit honnêtement. Bien. Alors, je viens pour Noël. Non négociable. J'ai ri. Un rire authentique. Court et calme. Non négociable. Après l'appel, j'ai transmis l'accusé de réception de Ken à Nolan. Il a répondu immédiatement, elle panique. Les gens qui paniquent font des erreurs. Laisse-la faire. Il avait raison. Ken a appelé cet après-midi-là. Forsythe avait recontacté, cette fois avec un ton entièrement différent. L'exposition à la diffamation, le document falsifié, les dossiers corroborants de Boyd Stokes, et maintenant les propres messages textes de Nan décrivant Elliot comme mentalement compromis tout en contestant simultanément ses décisions légales. La situation ne lui était pas favorable. Forsythe lui conseille de régler, a dit Ken doucement, rapidement et sans litige. Quelles sont nos conditions, ai-je demandé. Dissolution pure et simple. Elle renonce aux actifs de la LLC, à la structure des revenus locatifs et à toute prétention sur la fiducie. Elle conserve ses biens personnels et les actifs de la fondation qu'elle a apportés au mariage. Il a fait une pause. Dans un accord de non-divulgation formelle, elle cesse de raconter l'histoire. C'est acceptable, ai-je dit. Je m'en doutais. Ce soir-là, je suis resté longtemps dans le bureau sans allumer les lumières. La pièce s'est obscurcie lentement, la soirée d'hiver, aspirant la dernière lumière de la fenêtre, et je me suis juste assis sur la chaise et j'ai laissé faire. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas sûr d'avoir été en colère au sens classique à aucun moment. Ce que j'avais ressenti depuis ce mardi soir d'octobre où j'avais entendu sa voix dans le salon de jardin était quelque chose de plus proche de la clarté. Le soulagement spécifique d'un homme qui comprend enfin la forme exacte du problème dans lequel il vivait. Nan avait bâti son pouvoir sur l'hypothèse que j'étais trop silencieux pour riposter. Elle avait confondu l'immobilité avec la capitulation. L'accord a été signé un vendredi début janvier. Pas de salle d'audience, pas de confrontation, juste 2 avocats dans une salle de conférence et 2 jeux de signature sur un document qui a tout rendu officiel. Je n'étais pas présent pour la signature. Ken s'en est occupé. J'étais aux unités Marfield en train de remplacer un chauffe-eau avec l'entrepreneur d'entretien du bâtiment,
un travail qui était prévu depuis 2 semaines. J'ai reçu le SMS de confirmation de Ken à 11h47. Je l'ai lu, et renvoyé un seul mot, bien, et suis retourné au travail. Nan a quitté la maison à la fin du mois. Elle a emporté ses meubles, son art, ses objets soigneusement choisis. Les pièces semblaient différentes sans eux, plus grandes, plus calmes, moins décorées. Je n'y ai pas vu d'inconvénient. Les fondations de la maison étaient toujours bonnes. La structure était la mienne. Le conseil d'administration de la fondation a accepté sa démission sans commentaire public. Olivia m'a dit plus tard, sans que je le demande, que le conseil s'y attendait. Boyd Stokes a envoyé un bref SMS la semaine suivante, entendu que c'était fait. Bien. 2 mots qui en disaient plus que la plupart des discours. Dorian Val a quitté Asheville en février. Je l'ai appris de seconde main d'un courtier commercial qui suivait le marché de la location de galeries. Val avait apparemment décidé que le climat n'était pas propice à son projet. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Ce n'était pas mon affaire. En mars, Nolan est venu de Durham pour un long week-end. Nous avons parcouru la bande de Marfield samedi matin, discuté d'une extension potentielle du corridor et sommes allés dîner dans un endroit du centre-ville que je voulais essayer depuis 2 ans. Après, assis au bar avec un verre, il a dit, « Tu sembles redevenir toi-même. » Je le suis, lui ai-je dit. « Quand as-tu cessé de l'être » a-t-il demandé, non pas d'un ton accusateur, juste curieux. J'y ai réfléchi honnêtement. Lentement, ai-je dit, la façon dont on cesse de remarquer quelque chose qui change depuis des années. Puis un mardi soir, tu passes devant le couloir et tu entends quelque chose qui rend toute l'image visible d'un coup. Il a hoché la tête. Et maintenant ? Maintenant, je sais ce que je construis et pour qui je le construis, ai-je dit. C'est suffisant pour travailler. Curtis est venu pour Pâques. Nous avons fait un barbecue sur la véranda, regardé un match, parlé de choses sans importance pendant des heures. La facilité ordinaire de 2 frères qui n'avaient pas eu besoin de se battre pour rester connectés, juste d'arrêter de laisser quelqu'un d'autre gérer la distance entre eux. La lettre de décharge est retournée dans son enveloppe, de nouveau dans le tiroir du bas du bureau. Non pas parce qu'elle n'avait plus d'importance, mais parce qu'elle avait fait son travail. Elle n'avait plus besoin de rester à découvert. L'exposition de Raymond Chou a ouvert en avril. 8 artistes, les 2 nouveaux venus attirant le plus d'attention. Il m'a envoyé une photographie de la foule de la soirée d'ouverture. Je l'ai mise sur le bulletin et au bureau, à côté d'un renouvellement de bail dont j'étais particulièrement satisfait. N'en a rien contesté après le règlement. Elle est retombée sur ses pieds. Finalement, nouvelle ville, nouveau rôle de fondation, nouvelle version d'elle-même à présenter à une pièce qui ne connaissait pas la précédente. Je ne l'ai pas suivie de près. Je n'avais aucune raison de le faire. Ce qu'elle avait passé des années à construire à partir de mon silence, elle l'avait perdu. Non pas parce que je l'avais détruit, mais parce que j'avais simplement cessé de fournir la matière première. Certains hommes, lorsqu'ils voient enfin la forme de ce qui leur a été fait, veulent le feu. Ils veulent la confrontation, le jugement public, le compte-rendu dramatique de chaque injustice. Je comprends cette impulsion. J'en ai ressenti une version ce mardi soir d'octobre, debout devant l'évier de la cuisine. Mais j'ai été élevé par un homme qui taillait ses propres ais. Qui croyait que ce que vous construisez de vos mains en dit plus au monde sur vous que tout ce que vous dites de vous-même. Qui comprenait que les mouvements les plus silencieux sont ceux qui durent. J'avais construit quelque chose de réel. Elle l'avait emprunté sans permission. Maintenant, les comptes étaient équilibrés. Les comptes étaient clairs. Et la maison, ma maison, était silencieuse de la meilleure façon possible. Ce genre de silence, j'avais appris, n'était pas le vide. C'était le point de départ pour recommencer. Elliot n'a jamais élevé la voix. Il n'a jamais fait de scène. Il a juste discrètement retiré tout ce qu'elle pensait contrôler et a laissé la vérité faire le reste. C'est le genre de force que la plupart des gens ne voient jamais venir parce que cela ne ressemble pas à de la force tant que la victoire n'est pas acquise. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous retrouverai dans la prochaine histoire.